Night Ocean par Robert H. Barlow. Je me rendis à Elston Beach pour y goûter les plaisirs du soleil et de l'océan, mais aussi pour procurer un peu de repos à mon esprit fatigué. Cette petite ville vit du tourisme durant l'été, et le reste de l'année ne présente que des fenêtres vides. Je n'y connaissais personne, et il semblait peu probable d'y être dérangé par qui que ce soit. Ne désirant rien voir d'autre que les vagues venant battre la plage devant ma retraite temporaire, j'en étais ravi. Je quittai la grande ville une fois achevé mon travail de tout l'été. La vaste peinture murale qui en était le résultat prenait désormais part au concours. En venir à bout m'avait pris le plus clair de l'année, et une fois nettoyé le dernier pinceau, je décidai enfin de me préoccuper un peu de ma santé, et de chercher le calme et la solitude. À vrai dire, ce n'est qu'au bout d'une semaine à la plage que je me souvins de l'œuvre dont le succès m'avait paru alors si important. Plus d'angoisse devant les multiples problèmes de couleur et d'ornementation, plus de peur à l'idée de devoir concrétiser une image mentale, de parvenir cette fois à donner d'une idée vaguement perçue la minutieuse esquisse d'un tableau. Et pourtant ce qui m'arriva plus tard au bord du rivage solitaire ne vient peut-être que de cette peur et de cette angoisse. J'ai toujours été un découvreur et un rêveur obstiné, et qui sait si un tel tempérament ne permet pas d'ouvrir les yeux invisibles sur des êtres et des mondes ignorés. Je sais bien que, pour rendre compte de ce que j'ai vu, je dois surmonter 1000 obstacles exaspérants, comme ces visions éclatantes qui surviennent quand on plonge dans la vacuité du sommeil. Ce que voient les yeux de l'esprit reste plus coloré, plus chargé de sens que lorsqu'on cherche à l'examiner à la lumière de la réalité. Prenez la plume, et la couleur du rêve se fane aussitôt. L'encre avec laquelle on écrit semble se diluer avec le jour, et l'on se rend compte qu'en définitive il est impossible de décrire ces merveilleux souvenirs. C'est comme si notre moi intérieur, affranchi des contraintes du monde réel et de l'objectivité, faisait ces délices d'émotions captives, qu'on étouffe en voulant les traduire hâtivement. Les plus grandes créations de l'homme gisent dans les rêves et les visions, qui ignorent le joug des lignes et des teintes. Des scènes oubliées, des terres plus obscures que le monde enchanté de l'enfance surgissent dans l'esprit endormi pour y régner, sans partage, jusqu'à ce que l'éveil les mette en déroute. On peut y saisir quelque chose de cette splendeur et de ce bonheur que nous recherchons tant, ou une image de beauté très vive que nous soupçonnons sans les connaître, et qui sont pour nous ce que devait être le Graal aux yeux des preux chevaliers du monde médiéval. Donner forme à ces choses, par le moyen de l'art, vouloir rapporter de ce royaume d'ombre et de voiles impalpables quelques trophées pâlis, réclame autant de maîtrise que de mémoire. Les rêves sont en nous tous, mais peu de mains peuvent saisir leurs ailes de papillon sans les anéantir. Mon récit n'a pas cette habileté. Si je le pouvais, je révélerais les vagues événements que j'ai confusément perçus, un peu comme celui qui, scrutant une zone obscure, y discerne des formes dont le mouvement lui échappe. Dans ma peinture murale, désormais rassemblée avec des milliers d'autres dans le bâtiment prévu à cet effet, j'avais pareillement lutté pour saisir un reflet de ce monde peuplé d'ombres fuyantes, y réussissant sans doute mieux qu'ici. Mon séjour à Elston me permettait d'attendre le verdict du jury, et quand plusieurs jours d'un repos salutaire m'eurent redonné le sens des choses, je découvris que cette fois, en dépit de ces faiblesses qu'un créateur aperçoit toujours clairement, j'étais vraiment parvenu à retenir par la ligne et la couleur quelques fragments arrachés au monde infini de l'imagination. L'aridité de cette quête, la question qu'elle imposait à toutes mes facultés, se révélèrent nuisibles à ma santé, et me conduisirent sur cette plage pour y attendre le résultat final. Désirant être tout à fait seul, je louai, au grand plaisir d'un propriétaire incrédule, une petite maison située à quelque distance d'Elston même, qui, la saison touchant à sa fin, ne vivait plus que d'une maigre horde de touristes dont aucun ne m'inspirait le moindre intérêt. Cette maisonnette, noircie par le vent venu de la mer, n'était même pas un satellite de la petite ville, mais demeurait suspendue en dessous, le long de la côte, comme le balancier d'une horloge arrêtée, parfaitement seule au sommet d'une dune de sable envahie par les herbes. Elle se tenait blottie face à l'océan comme un petit animal tiède,
et ses fenêtres sales contemplaient un espace de ciel, de terre et d'eau. Il ne servirait à rien de faire preuve de trop d'imagination dans un récit dont les faits, même arrangés et disposés à la façon d'une mosaïque, sont suffisamment étranges en eux-mêmes. Mais quand je la vis, la demeure me parut solitaire, et comme moi-même, consciente de son insignifiance devant la grande mer. J'occupais les lieux fin août, arrivant un jour avant la date prévue, pour rencontrer une camionnette dont 2 hommes de peine déchargeaient les meubles fournis par le propriétaire. Je ne savais pas encore combien de temps je resterais, et après leur départ, déposer mes légers bagages et fermer la porte à clé, tant que je me sentais l'âme d'un possédant, après des mois passés dans une chambre meublée, pour descendre la colline herbeuse et aller jusqu'à la plage. On avait vite fait d'explorer la maisonnette carrée, qui ne comportait qu'une seule pièce. De chaque côté, 2 fenêtres laissaient entrer la lumière en abondance. La porte semblait avoir été insérée après coup dans le mur qui faisait face à l'océan. Ma retraite avait été construite 10 ans auparavant, mais vu sa distance par rapport à la ville, restait difficile à louer, même en pleine saison, et dépourvue de cheminée ne pouvait accueillir personne d'octobre à mai. Elle se trouvait en fait à moins d'1 mile d'Elston, mais paraissait plus éloignée, car une courbe du rivage ne laissait voir dans la direction de l'agglomération que des dunes pleines d'herbe. Je passais ce premier après-midi à savourer le soleil et l'incessante agitation de l'eau. Autant de choses dont la paisible majesté rendait lointaine et fastidieuse toute idée de peinture. Mais c'était là une réaction normale, après une longue période consacrée aux mêmes activités, gouvernée par les mêmes habitudes. J'en avais fini avec mon travail, et j'étais en vacances. Je ne m'en rendis pas compte sur le coup, mais ce fait se reflétait dans tout ce qui m'entourait, comme dans le complet changement de décor. Le soleil radieux illuminait une mer toujours changeante, dont les vagues animées d'un mouvement mystérieux étaient jonchées de ce qui paraissait être du cristal de roche. Une aquarelle aurait peut-être pu rendre cette lumière intolérable qui se concentrait en masse solide dispersée sur la plage, là où l'eau se mêlait au sable. L'océan gardait sa propre couleur, mais cette luminosité le dominait entièrement, à un point incroyable. Il n'y avait personne alentour, et j'appréciais le spectacle sans que rien sur la plage vienne distraire mon regard. Tous mes sens en étaient affectés, chacun à sa manière. Mais parfois il semblait que le grondement des vagues ne fît qu'un avec cette éblouissante clarté ou qu'elle émanât de la mer elle-même et non du soleil. Tous deux étant si vigoureux, si insistants que les impressions qu'ils faisaient naître se confondaient. Curieusement, ni ce jour-là, ni les suivants, je ne vis âme qui vive se baigner aux environs de ma petite maison carrée, bien que le rivage arrondi ait abrité une plage autrement plus tentante que celle d'Elston, où les vagues étaient toujours parsemées de formes capricieuses. Cela devait sans doute s'expliquer par la distance et par l'absence d'autres habitations entre ici et la ville. J'ignorais pourquoi on avait jugé inutile d'en bâtir, car de nombreuses constructions étaient éparpillées le long de la côte nord, fixant la mer de leurs yeux vides. Je nageai jusqu'à la fin de l'après-midi, et plus tard, m'étant reposé, me rendis à pied à Elston. Quand j'y entrai, l'obscurité dérobait l'océan à ma vue, et j'aperçus sous les mornes lumières des rues 1000 signes d'une vie tout à fait inconsciente du grand corps enveloppé de ténèbres qui gisait si près de là. Il y avait des femmes peintes, aux ornements clinquants, des hommes vieillis et pleins d'ennui. Toute une foule de marionnettes absurdes, perchées sur la lèvre du gouffre, sans voir, sans désirer voir ce qui s'étendait au-dessus ou autour d'elles, dans la formidable grandeur des étoiles ou de la mer perdue dans la nuit. J'en suivis le rivage et revenant à la petite maison pauvrement meublée, laissant le faisceau de ma lampe électrique à travers le vide impénétrable et nu. En l'absence de la lune, la faible lumière traçait une barre en travers des murailles tourmentées de la marée, et je ressentis une émotion inexprimable, née du bruit des eaux comme de la conscience de ma petitesse, à jeter ce mince rayon lumineux sur ce royaume immense, qui n'était pourtant qu'une simple frontière. De ces profondeurs baignées de nuit, dans lesquelles avançaient perdus dans l'obscurité des navires que je ne pouvais voir, montait le murmure lointain d'une cohue furieuse. Quand j'atteignis ma demeure, je m'aperçus que je n'avais croisé personne en revenant d'Elston, tout en gardant l'impression d'avoir été pendant tout ce temps accompagné par l'esprit de la mer solitaire. Il s'incarnait, pensais-je, dans une forme que j'ignorais encore, mais qui allait paisiblement d'un lieu à l'autre, sans que je comprenne de quoi il s'agissait.
Un peu comme ces acteurs qui attendent en coulisses que vienne le moment d'apparaître devant nous, prêts à déclamer leur rôle sous la brutale lumière des projecteurs. Je finis par chasser ces rêveries et chercher ma clé pour entrer dans la maisonnette, dont les murs nus me procurèrent un brusque sentiment de sécurité. Ma chaumière était entièrement séparée de la petite ville, comme si elle avait erré le long de la côte sans plus pouvoir revenir. Et quand je rentrais chaque soir après souper, je n'y entendais rien de la pénible clameur d'Elston. Je ne passais généralement que peu de temps dans les rues, bien que parfois j'aille là-bas dans le seul dessein de marcher. L'endroit abritait les innombrables boutiques de souvenirs et les cinémas aux façades prétentieuses qui encombrent les villes de vacances, mais je n'y pénétrais jamais. Seuls les restaurants présentaient un quelconque intérêt. Les gens trouvaient à faire un nombre incroyable de choses inutiles. Au début, les jours ensoleillés se succédèrent. Je me levais tôt pour contempler le ciel gris où le soleil s'annonçait déjà. Promesse peu à peu tenue, tandis que je restais là à observer. Ces aubes étaient froides et peu colorées par rapport à la clarté uniforme du jour qui donne à chaque heure l'apparence du midi. Cette grande lumière si évidente lors de mon arrivée faisait de chaque journée successive une page jaune dans le livre du temps. Je remarquai que bien des vacanciers s'agaçaient de ce soleil démesuré, alors que je le recherchais. Après des mois de travail toujours gris, vivre dans une région gouvernée par des choses simples, le vent, la lumière ou l'eau, fit naître en moi une léthargie aux effets rapides, et désireux de poursuivre ce processus de guérison, je passais tout mon temps dehors, ce qui rendit mon humeur indifférente et passive, tout en me donnant une impression de sécurité face à la nuit menaçante. L'obscurité est proche de la mort comme la lumière de la vie. À travers un héritage vieux de plus d'1 million d'années, quand les hommes étaient plus proches de la mer et quand les créatures dont nous sommes issus s'allongeaient avec langueur dans les eaux profondes traversées le soleil, nous recherchons toujours, lorsque nous sommes trop las, le calme apaisant des choses primitives, où nous nous baignons comme l'ont fait ces demi-mammifères qui ne s'étaient pas encore aventurés sur la terre bourbeuse. La monotonie des vagues me procurait le repos, et je n'avais pas d'autre occupation que d'observer les innombrables sautes d'humeur de l'océan. Les eaux sont agitées de changements incessants, les couleurs et les ombres passent sur elles comme les expressions fugitives d'un visage familier, qui nous sont aussitôt transmises par des sens oubliés. Quand la mer est fiévreuse, se souvenant des navires d'autrefois ensevelis dans ses gouffres, surgit en silence dans nos cœurs un ardent désir d'horizon disparu. Mais quand elle oublie, nous faisons de même. On a beau la connaître, elle garde toujours un air étranger, comme si quelque chose, trop vaste pour prendre forme, se tenait tapis dans l'univers dont elle est l'une des portes. L'océan du matin, que la fine écume de diamants et les nuages bleus et blancs qu'il reflète font luire doucement, a les yeux d'un homme qui s'attarde sur des choses mystérieuses, et les multiples replis de sa toile, à travers laquelle se précipitent des millions de poissons de couleur, semblent retenir un grand corps oisif qui bientôt sortira des gouffres immémoriaux pour marcher à grands pas sur la terre. Pendant de nombreux jours, je fus parfaitement heureux et me félicitai d'avoir fait le choix de la petite maison solitaire couchée sur les dunes comme un petit animal. Une telle existence m'offrait de nombreuses distractions plaisamment inutiles. C'est ainsi que je me mis à suivre le bord de la marée, là où les vagues laissaient un contour humide et régulier bordé d'écume évanescente, sur de très longues distances, et parfois je trouvais de curieux fragments de coquillages dans les débris qu'elle abandonnait. Il en arrivait une masse étonnante sur ce rivage concave que ma petite maison surplombait, et j'en conclus que certains courants marins, au lieu de se diriger vers la plage d'Elston, venaient se jeter à cet endroit. Quoi qu'il en soit, mes poches, quand j'en avais, abritaient généralement toutes sortes de déchets, dont je me débarrassais 1 heure ou 2 après, en me demandant pourquoi j'avais cru bon de les ramasser. Une fois, pourtant, je trouvai un petit os que je ne pus identifier, mais qui ne pouvait être celui d'un poisson, et je le conservai, avec une grosse perle de métal, au surprenant motif gravé avec soin. Il représentait une sorte de poisson sur un fond d'algues stylisées très différent des formes géométriques ou florales habituelles, et demeurait très lisible, malgré des années d'usure dans les vagues. Je n'avais jamais rien vu de tel, et pensais avoir affaire à un objet typique d'une mode ancienne déjà oubliée. De tels engouements étaient monnaie courante à Elston. Au bout d'1 semaine, le temps se mit à changer peu à peu.
Il passa insensiblement par des phases successives d'assombrissement, si bien qu'à la fin l'atmosphère entière était passée du jour au crépuscule. J'en prenais avant tout conscience par le biais de certaines impressions mentales, et non parce que j'observais. La petite maison restait solitaire sous le ciel gris, et parfois venait de l'océan un vent brutal chargé d'humidité. Le soleil disparaissait pour de longs moments derrière d'épaisses couches de nuées qui le dérobaient au regard. Peut-être brillait-il comme avant au-dessus de cet énorme linceul, mais il ne pouvait le traverser. Des heures durant, la plage était prisonnière d'une voûte sans couleur, comme si la nuit tombait en plein jour. Le vent parfumé avait quelque chose de vivifiant et fouettait l'océan pour y faire naître de petits tourbillons bouillonnants. Mais je me rendis compte que l'eau fraîchissait, ce qui m'interdisait d'y rester aussi longtemps qu'avant. Alors je pris l'habitude de faire de longues marches qui, lorsque je ne pouvais nager, me procuraient l'exercice que je désirais si vivement prendre. Ces randonnées m'amenèrent à parcourir encore plus avant le bord de mer, et la plage s'étendant sur plusieurs miles au-delà de cette médiocre station balnéaire, il m'advint souvent de me retrouver le soir venant sur une langue de sable sans limite. Je rentrais à vive allure en longeant la marée chuchotante dont je suivais les contours pour ne pas me perdre en errant à l'intérieur des terres. Parfois, quand ces promenades étaient tardives, ce qu'elles furent de plus en plus, j'arrivais devant la petite maison qui faisait l'effet d'être un messager de la ville. Perdue dans les dunes balayées par les vents, réduite à une tache sombre sur les couleurs morbides du crépuscule, elle paraissait plus solitaire encore qu'en pleine lumière. Mon imagination y voyait un visage muet tourné vers moi comme pour attendre que je fasse quelque chose. J'ai déjà parlé de l'isolement du lieu qui au début m'enchantait, mais en ce bref moment où le soleil déclinait en laissant derrière lui une traînée sanglante, tandis que l'obscurité s'étendait sur tout comme une ombre sans forme qui grandirait toujours, l'endroit semblait abriter une présence étrangère, impression ou état d'âme provoqué par le vent violent, le ciel gigantesque et la mer qui bavait ses vagues assombries sur une plage devenue presque brusquement inquiétante. Je ressentais alors un malaise qui n'avait pas de cause bien définie, bien que ma nature renfermée m'ait toujours rendu sensible au silence et à la vieille voix de la nature. Ces doutes auxquels je ne pouvais donner de nom ne m'affectèrent pas longtemps. Je pense aujourd'hui que peu à peu je pris conscience de l'immense solitude de l'océan, que certains signes, mais jamais rien de plus, rendaient encore plus horrible, en témoignant d'une animation ou d'une présence qui m'empêchait d'être parfaitement seul. Les rues de la ville, bruyantes et jaunes, traversées d'une agitation curieusement irréelle, étaient loin, très loin. Et quand je m'y rendais le soir pour dîner, j'en vins à prendre soin, de façon tout à fait déraisonnable, de rentrer avant que l'obscurité soit tombée pour de bon, bien que je sois souvent sorti jusqu'à 10 heures du soir ou plus. On pensera peut-être que mon comportement était absurde. Si j'avais si peur d'elle, pourquoi ne pas l'éviter complètement? Et l'on me demandera pourquoi je ne m'en allais pas, si la solitude du lieu me déprimait à ce point. Je n'avais pas de réponse à donner, sinon que, quelle que soit l'inquiétude ou le lointain ennui que j'éprouvais, je sentais dans de brefs aspects du soleil assombri, dans le vent impatient, asséché par le sel, dans la robe de la mer étendue près de moi comme un énorme vêtement froissé, que quelque chose qui trouvait une part de ses origines en moi-même ne se montrait que fugacement et ne m'affectait jamais très longtemps. Pendant ces jours baignés de lumière diamantine, quand les vagues projetaient gaiement leurs crêtes bleues sur le rivage endormi, j'avais peine à croire à ces impressions. Mais il suffisait d'une heure ou deux pour que je les ressente de nouveau et m'abîme dans le désespoir. Peut-être de telles sensations n'étaient-elles que le reflet des états d'âme de la mer. La moitié de ce que nous pouvons voir est déjà déformé par l'interprétation qu'en donne notre esprit. Mais des causes externes purement physiques suffisent à modeler nombre de nos sentiments. Nous sommes liés à la mer par un simple reflet, ou une ombre, passant sur les vagues. Ce sont comme des signes qu'elle chuchote pour nous faire partager son allégresse ou son chagrin. Elle se remémore sans cesse des choses oubliées, et ces souvenirs, même si nous ne pouvons en comprendre le sens, nous sont transmis afin que nous partagions sa gaieté ou son remords. Comme je ne faisais rien et ne rencontrais personne de connaissance, peut-être étais-je sensible à certaines nuances de ces mystérieux discours, que d'autres n'auraient pas remarquées. L'océan m'avait apporté la guérison. Il exigea en récompense de gouverner ma vie tout au long de cette fin d'été. Cette année-là, plusieurs personnes se noyèrent à Elston, et bien que je n'entendisse parler que par hasard,
tant est grande notre indifférence face à une mort qui ne nous concerne pas ou dont nous ne sommes pas témoins, je n'ignorais pas que les circonstances en avaient été particulièrement pénibles. À plusieurs reprises, on avait retrouvé les noyés, dont quelques excellents nageurs, que bien des jours après, le temps que la hideuse vengeance des profondeurs flagelle leur corps pourrissant. On aurait dit que la mer les entraînait dans un gouffre pour les démembrer dans l'obscurité, jusqu'à ce que, satisfaites qu'ils ne puissent plus servir à personne, elles rapportent sur le rivage leurs effroyables dépouilles. Nul ne semblait savoir ce qui provoquait de tels accidents. Leur fréquence inquiétait les moins courageux. Les courants marins n'étaient pas très importants à Helston et l'on savait qu'aucun requin ne rôdait dans les environs. Je ne pus vérifier si oui ou non les corps portaient des traces d'agression, mais les hommes connaissent et n'aiment guère cette mort venue d'un lieu immobile et obscur, qui s'avance parmi les vagues pour s'abattre sur le nageur isolé. Il leur faut trouver très vite une explication, même en l'absence de requins. À ma connaissance, personne ne confirma jamais les soupçons qui pesaient sur eux, et ceux qui, tout le reste de la saison, s'obstinèrent à nager, se méfiaient des marées traîtresses, et non d'animaux marins. À vrai dire, l'automne n'était pas loin, et certains en tirèrent argument pour quitter le bord de la mer où des gens mourraient pris au piège, pour se réfugier à l'intérieur des terres, où l'on ne peut même pas entendre la rumeur de l'océan. Quand août prit fin, j'avais déjà passé bien des jours à la plage. L'orage menaçait depuis le 4 septembre. Le surlendemain, quand je sortis dans le vent humide pour marcher un peu, une masse de nuages oppressants, informes et pâles, dominait la mer agitée et couleur de plomb. Le vent lui-même ne soufflait dans aucune direction précise, mais paraissait courir en tous sens d'un air affairé, comme si quelque chose allait se produire. Peut-être l'orage, attendu depuis si longtemps. J'avais déjeuné à Helston, et bien que le ciel ait ressemblé au couvercle d'un grand cercueil, je m'aventurais le long de la plage, très loin de la ville, comme de ma demeure, que je n'apercevais plus. À mesure que le gris qui recouvrait tout se tachetait de charognes pourpres, curieusement brillantes en dépit de leur teinte sombre, je me rendis compte que j'étais à plusieurs miles de tout abri. Mais je n'en avais cure. En dépit des cieux obscurs illuminés de présages inconnus, je sentais mon corps tout entier parcouru d'une curiosité qui le rendait sensible à des formes, à des significations jusque-là incertaines. Un souvenir me vint confusément suggéré par la ressemblance entre ce décor et celui d'une histoire qu'on m'avait racontée quand j'étais enfant. Ce conte, auquel je n'avais plus pensé depuis des années, parlait d'une femme aimée par le souverain d'un royaume sous-marin, où des créatures semblables à des poissons vivaient dans des récifs aux contours brouillés. Elle fut enlevée par un être barbu à la peau sombre couronné d'une sorte de mitre d'évêque et dont les traits flétris rappelaient ceux d'un singe. Mon imagination gardait le souvenir de ces récits sous-marins plantés devant l'absence de ciel de ce royaume obscur et sans couleur. J'avais oublié le reste de l'histoire, mais cette image me revint brusquement en mémoire alors que j'observais un motif analogue de falaises et de ciel. Le spectacle ressemblait à ce que j'avais rêvé à une époque désormais enfuie, exception faite de vagues impressions capricieuses. Il se peut que quelque chose de ce conte soit demeuré derrière certains souvenirs inachevés, ou certaines significations que suggéraient à mes sens des scènes dont l'intérêt restait en fait à peu près nul. Souvent, nous percevons fugitivement qu'un doux paysage, la robe d'une femme au bord d'une route, l'après-midi, ou un arbre dressé défiant les siècles contre le ciel bleu pâle du petit matin, recèle quelque chose de précieux, quelque vertu magique qu'il nous faut saisir. Pourtant, la même scène, revue plus tard ou d'un point de vue différent, nous paraît avoir perdu toute sa valeur. Peut-être cela tient-il au fait qu'en réalité, elle n'en a aucune, et se borne à suggérer notre esprit quelque chose de très différent, dont nous ne pouvons pas nous souvenir. Surpris et ne parvenant pas à appréhender la cause de cet intérêt soudain, nous nous emparons de l'objet qui l'a suscité, et constatons avec surprise qu'il n'a rien qui puisse retenir notre attention. Il en allait de même pour les nuages pourpres qui avaient l'aspect imposant et mystérieux des tours d'un vieux monastère au crépuscule, tout en rappelant les récits du conte de fées. Je m'attendis presque à voir apparaître dans l'écume souillée des vagues qui semblaient maintenant parsemées de fragments de verre noir, la forme horrible de cette créature à face de singe, coiffée d'une mitre rongée de verre de gris, et venue d'un royaume perdu dans un gouffre oublié où la mer remplace le ciel.
Je ne vis pas surgir ce monstre tout droit sorti du domaine de l'imaginaire, mais comme le vent glacé tournait, fendant les cieux tel un couteau rouillé, j'aperçus dans l'obscurité où les nuages et l'eau se confondaient un objet de couleur grise, semblable à un morceau de bois flotté qui ballottait confusément dans l'écume. Il se trouvait très loin de moi et comme il disparut très vite, il se peut que ce n'ait pas été du bois, mais une tortue montée à la surface des flots agités. Bientôt je me rendis compte que j'étais resté trop longtemps à contempler l'orage qui s'approchait, mêlant à sa grandeur mes rêveries d'autrefois, car il se mit à tomber une pluie glacée, ce qui jeta une obscurité encore plus uniforme sur un décor déjà trop sombre pour l'heure qu'il était. Me hâtant le long du sable gris, je sentis des gouttes froides s'abattre sur mon dos, et en quelques instants mes vêtements furent complètement trempés. D'abord je courus poussé par ces gouttes sans couleur suspendues par de longs fils dans le ciel invisible, mais je compris vite que j'étais trop loin de tout refuge pour y arriver avant d'être mouillé, et ralentissant l'allure, je revins à la maison comme si j'avais dû marcher sous le soleil. Il n'y avait plus de raison de se hâter, bien que je n'ai pas musardé comme je le faisais d'habitude. Emprisonné dans des vêtements humides et froids perdus dans l'obscurité montante et dans le vent qui venait sans arrêt de l'océan, je ne pus retenir un frisson. Pourtant, par-delà la gêne qui m'imposait la plus brutale, il y avait quelque chose de vivifiant dans les masses pourpres des nuages enchevêtrés, comme dans la stimulation des réactions de tout mon corps. Je marchais avec peine le long du couloir gris de la plage, plein d'une joie exultante à l'idée de tenir tête à la pluie, comme de l'étrange plaisir que je prenais à voir là-haut les cieux morbides planer de leurs ailes sombres au-dessus de la mer éternelle et changeante. Plus vite que je ne l'aurais cru, je vis apparaître la petite maison accroupie sous la pluie oblique. Toutes les herbes des dunes de sable se tordaient au rythme du vent frénétique comme si elles avaient voulu se déraciner pour l'accompagner dans sa course. La mer et le ciel n'avaient pas changé, le décor restait le même qu'auparavant, mais désormais y était peint un toit voûté qui semblait se courber sous le poids des assauts de la pluie. Je montais en courant les marches peu sûres et me jetais dans une pièce sèche où, surpris sans m'en rendre compte, d'être enfin à l'abri du vent hargneux, je demeurai immobile un moment tandis que l'eau dégoulinait de tout mon corps. Il y avait 2 fenêtres sur la façade, comme sur les côtés, et elles donnaient presque directement sur l'océan, qui, je le vis alors, était à demi obscurci par le double voile de la pluie et de la nuit toute proche. Je regardais au dehors tout en enfilant un ensemble mélangé de vêtements secs, pris sur des cintres et sur une chaise trop encombrée pour pouvoir s'y asseoir. J'étais emprisonné de toutes parts par un crépuscule presque surnaturel, arrivé je ne sais quand à la faveur de l'orage. J'ignorais combien de temps j'étais resté sur ces étendues de sable gris et humide, comme l'heure qu'il était, mais après quelques recherches je parvins à retrouver ma montre, heureusement laissée sur place en partant, ce qui lui avait permis d'échapper à l'inondation. Je dus deviner l'heure, entre mes mains que je discernais vaguement et qui étaient à peine plus visibles que tout ce qui m'entourait. Au bout d'un moment, je réussis à pénétrer l'obscurité. Il était 7h moins le quart. Je n'avais vu personne sur la plage en rentrant et bien entendu, je ne m'attendais pas à apercevoir de nageurs cette nuit-là. Pourtant, quand je regardais de nouveau par la fenêtre, il semblait bel et bien y avoir des formes qui se découpaient sur la suie mouillée du soir. J'en comptais 3, qui se déplaçaient de façon incompréhensible, et une autre tout près de la maison. Ce n'était peut-être pas une personne, mais un morceau de bois rejeté par la mer, car désormais les vagues s'abattaient avec fracas. J'en fus stupéfait, et me demandai dans quel dessein ces individus audacieux s'attardaient dehors par une telle averse. Puis je pensai que vraisemblablement ils avaient été surpris par la pluie et avaient renoncé à échapper aux rafales. Poussé par un certain sens de l'hospitalité qui l'emportait sur mon amour de la solitude, j'allai jusqu'à la porte et sortis un instant, me faisant tremper de nouveau car aussitôt la pluie s'abattait sur moi avec une fureur exaltée sur le petit porche, gesticulant dans leur direction. Mais ils ne me virent pas, ou ne comprirent pas, car ils s'abstinrent de répondre. Ils demeuraient là, indistincts de l'obscurité, comme s'ils étaient surpris ou attendaient que je fasse de nouveau quelque chose. Il y avait dans leur attitude un peu de cette mystérieuse vacuité signifiante ou non que la petite maison portait sur elle en ce morbide crépuscule. J'eus brusquement le sentiment que ces formes immobiles qui choisissaient de rester sur une plage désertée de tous dans la nuit pluvieuse
cachait quelque chose de sinistre, et je refermai la porte avec un soudain ennui qui cherchait vraiment à recouvrir une horrible peur, une terreur dévorante jaillie des profondeurs de ma conscience. Un peu après, quand j'allais à la fenêtre, il ne semblait plus rien y avoir dehors sinon la nuit monstrueuse. Vaguement surpris et encore plus inquiet, comme quelqu'un qui n'avait rien vu d'alarmant mais s'effraie de ce qu'il pourra trouver dans une rue obscure qu'il va devoir emprunter, je décidai qu'il était très possible que je n'ai vu personne et que l'air ténébreux m'avait trompé. L'aura d'isolement qui entourait le lieu crut encore cette nuit-là, bien que, perdue à l'horizon, une centaine de maisons se dressent sur la plage au nord dans l'obscurité pluvieuse, jetant une lumière jaune et trouble sur des rues de verre poli, comme des yeux de gobelins reflétés dans une mare huileuse au fond des bois. Mais je ne pouvais les voir et encore moins les atteindre, n'ayant ni voiture ni moyen de quitter la petite maison accroupie, sauf à marcher dans les ténèbres peuplées de présences, et je compris brusquement que j'étais, pour ainsi dire, seul avec la mer qui montait et descendait sans que je l'aperçoive dans la brume. Et sa voix s'était changée en un grondement rauque, comme celui de quelque chose qui, blessé, s'agite avant d'essayer de se redresser. Combattant l'obscurité ambiante au moyen d'une lampe encrassée, car elle s'était glissée par les fenêtres et restait tapie dans les coins à me dévisager de façon bizarre, je me préparais de quoi manger, n'ayant nulle intention d'aller jusqu'à Helston. Il semblait être incroyablement tard, pourtant il n'était que 9 heures lorsque je me mis au lit. Les ténèbres étaient venues furtivement très tôt pendant tout le reste de mon séjour, s'attardant sur tout décor et sur tout événement que je pouvais observer. Quelque chose était sorti de la nuit pour s'installer là, quelque chose qui demeurait à jamais indéfinissable mais qui, en moi, mettait en branle un sens caché, et j'étais comme un animal, attendant le bref assaut d'un ennemi. Le vent souffla durant des heures, et les nappes d'eau du déluge tombèrent sans fin sur les maigres murs qui les séparaient de moi. Il y eut aussi des moments d'accalmie, au cours desquels j'entendais marmonner la mer, et je devinais que de grosses vagues informes se bousculaient dans le blême gémissement des vents, pour venir répandre sur la plage des embruns chargés de sel amer. Je percevais pourtant dans la monotonie même des éléments déchaînés comme une note léthargique, un bruit qui au bout d'un certain temps me fit sombrer dans un sommeil aussi incolore et gris que la nuit. La mer poursuivit son monologue dément et les vents s'écrièrent, mais ils se heurtèrent au mur de l'inconscience, et pendant tout ce temps l'océan fut banni de mon esprit endormi. L'aube vit apparaître un soleil affaibli, semblable à celui que les hommes, s'il en reste encore, verront quand la terre sera vieille, et plus là encore que le ciel voilé et moribond. Faible souvenir de sa propre image, l'astre des jours s'efforça de percer les nuages effilochés et vagues tandis que je m'éveillais, lançant par instant un flot d'or pâle qui se répandait dans mon refuge au nord-ouest, et à d'autres pâlissant jusqu'à n'être plus qu'une balle lumineuse que les dieux auraient oubliée sur la pelouse céleste. Au bout d'un moment, la pluie, qui avait dû tomber toute la nuit, réussit à laver les restes des nuées pourpres qui m'avaient paru sembler au récif du conte de fées. Trompé par le soleil qui paraissait à la fois se coucher et se lever, le jour se confondit avec celui d'avant, comme si l'orage, au lieu de précéder une longue période d'obscurité sur le monde, s'était enflé et effondré en un seul après-midi. Reprenant courage, le soleil furtif s'employa de toutes ses forces à dissiper le brouillard, aussi assuré qu'une fenêtre sale, et le rejeta de son royaume. Le jour, faible et bleu, s'avança à mesure que reculait cette traînée sale. La solitude qui m'avait encerclé redescendit dans sa retraite, et sans aller plus loin s'y tapit pour attendre. Le soleil avait retrouvé son éclat d'autrefois, et jetait comme avant ses reflets sur les vagues dont les joyeuses formes bleues battaient cette côte avant que l'homme soit né, et se réjouirait encore quand il serait oublié dans le sépulcre du temps. Mis en confiance par ses minces assurances, comme quelqu'un qui croit au sourire amical que lui lance un ennemi, j'ouvris ma porte. Elle tourna sur elle-même, tache noire sur la lumière qui déferlait dans la pièce, et je vis la plage lavée de toute trace, comme si aucun pas avant le mien n'en avait foulé le sable lisse. Avec ce vif ressaisissement de l'esprit qui suit une période dépressive pénible, je sentis de façon tout à fait passive et involontaire que ma mémoire était elle aussi lavée de la méfiance, le soupçon et la peur maladive de toute une vie, tout comme les déchets au bord des rivages ne résistent pas à la forte marée qui les emporte.
Une odeur d'herbe, humide et saumâtre, rappelant un peu celle des pages moisies d'un livre, se mêlait à une senteur plus douce, venue des prairies bénies de soleil, situées à l'intérieur des terres. Je l'ai reçue comme une boisson vivifiante qui se répandit dans mes veines et en fouetta le sang. Elle semblait m'apporter quelque chose de leur nature impalpable et me faisait flotter, étourdi, dans la brise sans but. Conspirant avec elle, le soleil continua de déverser sur moi, comme la pluie de la veille, une incessante armée de lances éclatantes. On aurait dit que lui aussi voulait dissimuler cette présence qui se déplaçait là où je ne pouvais la voir, et ne se trahissait que par des assauts négligents sur les frontières de ma conscience, ou par des formes sans consistance qui me fixaient depuis le vide de l'océan. Le soleil, boule ardente et solitaire dans le tourbillon de l'infini, ressemblait à une horde de phalènes dorées rassemblées autour de mon visage levé. Bouillonnant et blanc, graal d'incompréhensibles feux divins, il me refusait 1000 mirages pour m'en accorder un, car il paraissait bel et bien m'indiquer les royaumes chimériques et sûrs, où, si j'en connaissais le chemin, je pourrais errer rempli de cette curieuse exultation. De telles choses viennent de nous-mêmes, car jamais la nature n'a cédé un instant ses secrets, et c'est seulement dans l'interprétation des images ainsi suggérées que l'on peut trouver l'extase ou l'ennui, en fonction d'un état d'esprit délibérément provoqué. Et pourtant, nous succomberons toujours à ces tentations, croyant un instant pouvoir enfin accéder à la joie qui nous est toujours refusée. C'est de cette façon que la douceur du vent, ce matin succédant à l'obscurité redoutable, me chuchota d'anciens mystères évoquant des plaisirs d'autant plus vifs que je savais n'en pouvoir connaître qu'une partie. Le soleil, le vent, le parfum qui en émanait me parlèrent des fêtes de Dieu, au sens 1 million de fois plus déliés que ceux de l'homme, et dont les joies sont 1 million de fois plus subtiles et plus durables. Tout cela, laissait-il entendre, serait à moi pour peu que je m'abandonne entièrement à leur puissance trompeuse, et le soleil, ce Dieu accroupi dans la nudité de sa chair céleste, cette fournaise inconnue, toute puissante, qu'aucun œil ne pouvait regarder en face, me semblait presque sacré dans l'ardeur de mes sensations fraîchement aiguisées. Il répandait une lumière éthérée, assourdissante, dans laquelle toute chose éperdue devait se tenir en admiration. Le léopard furtif dans les gouffres verts de la forêt doit s'être arrêté un instant pour observer ses rayons dispersés par les feuilles, et tout ce que l'astre nourri a dû chérir son message en cette radieuse journée. Car quand il disparaîtra dans les terres lointaines de l'éternité, la terre restera seule et noire dans l'éternité du vide. Ce matin, au cours duquel je partageais le feu de la vie, ce bref moment de bonheur préservé des années dévorantes, était animé d'un présage de choses inconnues, dont jamais on ne pourra écrire le nom. Comme j'allais vers le village, me demandant de quoi il aurait l'air après l'indispensable lessivage que lui avait fait subir la pluie laborieuse, je vis à environ 10 yards de moi une petite chose assez semblable à une main, prise dans un reflet de soleil humide versé sur elle comme un vin jaune, et que l'écume venait battre sans cesse. Mon bonheur tout neuf céda à la place à un dégoût révulsé quand je vis qu'il s'agissait en effet d'un morceau de chair putréfiée, et très secoué, j'eus le soupçon que ce pourrait bel et bien être une main. Aucun poisson ne pouvait avoir cette forme, et je crus voir des doigts spongieux réunis par la décomposition. Je retournai la chose du bout du pied, peu soucieux de toucher un objet aussi répugnant, et elle adhéra fermement au cuir de ma chaussure comme saisie de l'étreinte de la corruption. Elle n'avait plus guère de forme, mais ressemblait trop à ce que je craignais qu'elle fût. Je la poussai dans une vague bouillonnante qui s'en empara avidement, avec une vivacité dont témoignent rarement ces bordures marines enchevêtrées. Peut-être aurais-je dû faire part de ma découverte, mais elle restait trop ambiguë pour que cela s'imposât. Comme elle avait été partiellement dévorée par un monstre venu des profondeurs, je ne la croyais pas suffisamment identifiable pour tenir lieu de preuve d'une tragédie inconnue, mais concevable. Bien entendu, les nombreuses noyades me vinrent à l'esprit, tout comme d'autres choses vraiment malsaines dont certains n'étaient que de simples hypothèses. Quoi qu'ait pu être ce débris délogé par l'orage, qu'il s'agisse d'un poisson ou d'un animal proche de l'homme, je n'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant. Et après tout, rien ne prouvait que la décomposition n'avait pas suffi à lui donner cette forme. Je me dirigeai vers la ville, rendu malade par la présence d'un tel objet au milieu de l'apparente beauté de la plage si propre, bien qu'elle soit typique de l'indifférence à la mort de la nature qui mêle la pourriture à la splendeur,
et préfère peut-être la première à la seconde. Une fois arrivé à Helston, je n'entendis parler d'aucune noyade, ni d'un quelconque drame de la mer, et ne découvris rien dans les colonnes du journal local, le seul que j'ai pu lire durant mon séjour. Il est difficile de décrire l'état mental dans lequel me trouvèrent les jours suivants. Toujours sensible à des émotions morbides dont la sombre angoisse pouvait aussi bien venir de choses étrangères à moi-même que jaillir des abysses de mon esprit, j'étais guidé par un sentiment qui n'était ni la peur, ni le désespoir, ni rien de ce genre, mais plutôt la conscience de ce que la vie peut avoir de répugnant et de hideux, sentiment qui venait à la fois de moi-même et des morts de réflexion provoquées par cet objet putréfié qui avait été une main. En de tels moments, mon esprit était un décor de récifs obscurs et de sombres formes mouvantes, comme l'ancien royaume caché qui m'avait rappelé le conte de fées. Je ressentais en de brefs et violents accès de désenchantement la noirceur gigantesque de cet univers écrasant, dans lequel ma vie et celle de ma race ne représentaient rien pour les étoiles brisées, un univers où toute action était vaine et l'expression de la douleur elle-même une perte de temps. Les heures au cours desquelles j'avais goûté le bonheur, le bien-être physique et la santé retrouvée cédaient maintenant la place à une indolence semblable à celle d'un homme qui ne désire plus vivre. J'étais dévoré par la peur, pitoyable et léthargique, d'un inéluctable destin qui serait, je le savais, l'aboutissement de la haine des étoiles scrutatrices et des énormes vagues noires qui espéraient étreindre mes os. La vengeance de toute la majesté pleine d'indifférence et d'horreur de l'océan, la nuit. Un peu de noirceur et d'agitation de la mer avait pénétré mon cœur et je vivais dans un tourment aveugle et irraisonné, très vif, en dépit du vague de ses origines, comme du caractère étrange et arbitraire de son existence vampirique. Je voyais passer devant mes yeux toute la fantasmagorie des nuages pourpres, du surprenant brimborion de métal, de l'écume toujours stagnante. J'éprouvais la solitude de cette maisonnette aux yeux tristes et la dérision de ce village de pantins. Je n'y allais plus, tant il me paraissait être une parodie de la vie. Comme mon âme, il se tenait au bord d'une sombre mer enveloppante, que j'avais appris peu à peu à détester. Et parmi ces images corrompues et pourrissantes, il y avait celle d'un objet dont les contours humains ne laissèrent guère douter de ce qu'il avait été autrefois. Ces mots hâtivement griffonnés ne pourront jamais donner une idée de la hideuse solitude qui s'était insinuée en moi, parlant confusément de choses horribles et inconnues, lesquelles furtivement s'en venaient tourner de plus en plus près autour de moi. Ce n'était pas la folie, plutôt la conscience extrêmement aiguë de l'obscurité plus sûre que nous-mêmes, la perception très nette de cette insignifiance que peu de gens peuvent affronter, sans devoir ensuite reculer devant la vie qui les entoure. La certitude que, où que je me tourne malgré mes efforts pour combattre avec ce que mon esprit conservait de force, je ne pourrais conquérir le moindre pouce de terrain sur l'univers hostile, ni défendre un instant l'existence dont j'avais reçu la garde. Redoutant la mort autant que la vie, accablé d'une crainte sans nom et pourtant peu désireux de quitter le cadre qui la faisait naître, j'attendais la dévorante horreur, peu importe laquelle, qui se glissait dans l'immense région située au-delà des murs de la conscience. C'est ainsi que ce que j'avais obtenu de la mer y était désormais retourné. L'automne arriva. C'est sur la plage une période sinistre que ne signale aucune feuille morte, aucun indice familier. L'homme change, mais pas la mer terrifiante. On ne remarquait guère qu'un fraîchissement des eaux dans lesquelles je ne me souciais plus d'entrer, et un nouvel assombrissement du ciel semblable à un linceul, comme si d'énormes masses de neige attendaient de descendre sur les vagues effroyables. Une fois qu'elles auraient commencé de tomber, elles ne s'arrêteraient plus, et se poursuivraient sous le soleil blanc, puis jaune, puis rouge sang, et pour finir sous cet ultime petit rubis qui ne céderait qu'aux futilités de la nuit. Les eaux si amicales autrefois me jetaient d'étranges regards. Pourtant, je n'aurais su dire si la noirceur du décor était la simple expression de mes mornes réflexions, ou si l'obscurité en moi trouvait sa cause dans ce que je voyais. Sur la plage comme sur moi s'était abattue une ombre semblable à celle d'un oiseau qui vole en silence au-dessus de nos têtes. Un oiseau dont nous ne soupçonnons pas les yeux attentifs avant d'avoir remarqué son ombre sur le sol qui reproduit sa forme dans le ciel. Et nous nous redressons brusquement pour constater que quelque chose, invisible jusque-là, décrit des cercles autour de nous.
Nous étions fin septembre, et la ville avait fermé les lieux où une frivolité démente gouvernait des vies inutiles, ravagées par la peur, où des marionnettes fardées se livraient à leur facétie estivale. Barbouillées de sourires peints, d'expressions hautaines, elles étaient maintenant au rebut, et il restait à peine une centaine de personnes à Helston. Les bâtiments criards aux façades de stuc qui bordaient le rivage pourraient de nouveau s'effondrer en paix sous les rafales de vent. À mesure que le mois avançait jusqu'au jour dont je parle, la lueur d'une eau grise, infernale, crut peu à peu en moi, et je sentis qu'elle serait le lieu d'une quelconque cérémonie de magie noire. Comme celle-ci m'inspirait moins d'effroi que la prolongation de mes horribles soupçons, que les indices toujours beaucoup trop vagues de quelque chose de monstrueux tapis derrière la grande scène, c'est avec plus de contemplation que de peur véritable que j'attendis, sans fin, que survienne le jour d'épouvante qui semblait se rapprocher. Nous étions, je le rappelle, fin septembre, mais je ne peux dire si c'était le 22 ou le 23. De tels détails ont échappé au souvenir de ces événements incomplets, événements dont aucune existence rangée ne devrait être affectée à cause du caractère odieux de leurs arrière-plans. Je sus par une instinctive détresse intérieure que l'heure était proche, phénomène trop profond pour que je puisse l'expliquer. Tout au long du jour, j'attendis la nuit avec impatience, si bien que le soleil passa comme un reflet, à peine aperçu, sur des eaux ridées. Une journée dont je ne me rappelle de rien. Il s'est passé beaucoup trop de temps depuis que cet orage monstrueux avait jeté une ombre sur la plage, et j'avais décidé, après bien des hésitations sans fondement réel, de quitter Helston, puisque le froid venait, et que je ne pourrais revenir à mon bonheur d'autrefois. Quand arriva un télégramme pour moi, me prévenant que mon œuvre avait été acceptée, l'emportant sur toutes les autres à l'issue du concours, je me fixai une date de départ. Une telle nouvelle m'aurait un peu plus tôt profondément affecté. Je la reçus avec une curieuse apathie. Elle me semblait aussi peu pertinente, aussi peu liée à l'irréalité qui m'entourait que si elle avait concerné quelqu'un d'autre, inconnu de moi, et destinataire d'un message que j'avais reçu par erreur. Néanmoins, cela me contraignit à mettre en exécution mes projets et à quitter la petite chaumière au bord du rivage. C'est 4 jours seulement avant mon départ que se produisit le dernier de ces événements dont le sens même tenait davantage à la sinistre impression qu'il faisait naître qu'à une menace explicite. La nuit était tombée sur Helston et sur la côte une pile d'assiettes sales témoignait à la fois d'un repas récent et de mon manque d'ardeur au travail. Assis devant la fenêtre qui donnait sur la mer, j'allumai une cigarette pendant que venait l'obscurité, semblable à un liquide qui remplit peu à peu le ciel, lavant une lune flottante, monstrueusement haute. Son regard, la mer plate, au bord du sable luisant, la complète absence d'arbres de forme de vie me firent prendre conscience de l'immensité du lieu. Seules quelques rares étoiles perçaient la voûte céleste comme pour souligner par leur petitesse la majesté du globe lunaire et de la mer toujours changeante. J'étais demeuré à l'intérieur, redoutant un peu de sortir par une telle nuit chargée de présages funestes, et j'entendais la mer marmonner les secrets d'un incroyable savoir. Un vent venu de nulle part m'apporta le souffle d'une étrange vie palpitante en quoi s'incarnait tout ce que j'avais ressenti, tout ce que j'avais soupçonné, qui maintenant remuait dans les gouffres du ciel, comme sous les vagues muettes. En quel lieu ce mystère s'était-il éveillé d'un horrible sommeil sans âge, je n'aurais pu le dire, mais comme celui qui se tient à côté d'un dormeur et sait qu'il va bientôt sortir de l'inconscience, je m'accroupis près de la fenêtre face à la lune, tenant à la main une cigarette presque entièrement consumée. Il passa peu à peu sur ce paysage immobile une brillance qui soulignait les lueurs dans le ciel, et je me sentis toujours plus avide d'observer tout ce qui pourrait se passer ensuite. Les ombres disparaissaient de la plage et avec elles tout ce qui aurait pu abriter mes pensées quand viendrait la chose que j'attendais. Il en restait quelques-unes, vides, couleur d'ébène, et sous les cruels rayons de lumière s'étalaient encore quelques fragments d'obscurité. Poussé par une impulsion intérieure, mais surtout, je pense, pour avoir un prétexte de faire dériver le cours de mes réflexions, je me levai, fermai la fenêtre, pour ne plus voir l'interminable spectacle d'une horrible vigueur de la lune, morte désormais, quel qu'ait pu être son passé, et aussi froide que les sépulcres non humains qu'elle accueille parmi les ruines de siècles poussiéreux plus vieux que les hommes, et de la mer, peut-être animée d'une vie insoupçonnée, d'une présence menaçante. Je me tins devant les vitres closes sans qu'aucun autre bruit me parvienne. Les minutes se confondaient avec l'éternité. J'attendais comme mon cœur effrayé, comme le décor immobile déployé au loin que vienne un signe de quelque vie ineffable.
J'avais placé la lampe sur une boîte dans le coin ouest de la pièce, mais la lune était plus brillante encore et ses rayons bleuâtres envahissaient des endroits qui restaient dans l'ombre. L'antique lueur de l'astre silencieux s'étendait sur la plage, comme elle l'avait fait depuis des millions d'années, et j'attendais dévoré d'une impatience qu'accroissait encore l'absence d'événements, comme l'ignorance de ce qu'ils devaient être. Dehors, devant la petite maison accroupie, la lumière blanche faisait croire à de vagues formes spectrales, dont les mouvements irréels, fantomatiques, semblaient railler mon aveuglement, tout comme des voix qu'on ne pouvait entendre ou se gaussaient de mon écoute anxieuse. Je demeurais immobile pendant d'interminables moments, comme si le temps et sa grande cloche avaient glissé dans le néant. Rien pourtant ne pouvait m'inquiéter, les ombres ciselées par la lune n'avaient rien de surnaturel, et ne dissimulaient rien à mes yeux. La nuit était silencieuse, je le savais malgré la fenêtre fermée, et les étoiles restaient fixées lugubrement dans un ciel attentif d'une sombre grandeur. À ce moment, aucun mouvement, et aujourd'hui aucun mot, n'aurait pu exprimer ma situation ou celle de ce cerveau torturé par la peur, prisonnier d'un corps qui n'osait rompre le silence, si éprouvant qu'il fût. Comme si j'attendais la mort et certain que rien ne permettrait de repousser le péril auquel je faisais face, je me tenais accroupi, une cigarette oubliée à la main. Un monde silencieux miroitait au-delà des fenêtres sales, et dans un coin de la pièce, une paire d'avirons souillés placés là avant mon arrivée montait la garde avec moi. La lampe brûlait sans fin, mais ne donnait qu'une lueur malsaine couleur de cadavre. Y jetant un coup d'œil de temps à autre pour y chercher désespérément de quoi m'occuper l'esprit, je constatais qu'inexplicablement, de nombreuses bulles s'élevaient puis disparaissaient dans le kérosène dont sa base était remplie. Assez curieusement, sa mèche ne dégageait aucune chaleur. Je réalisai brusquement que la nuit tout entière n'était ni froide ni chaude, mais neutre, comme si toutes les forces naturelles étaient suspendues, et les lois qui règlent une existence paisible bouleversées. Alors, avec un éclaboussement silencieux qui transmit des eaux argentées au rivage, une série d'ondulations répercutées par mon cœur apeuré, une forme émergea en nageant par-delà les brisants. Cela pouvait être celle d'un chien, d'un être humain ou de quelque chose de plus étrange encore. Peut-être ne savait-elle pas que je l'observais. Peut-être n'en avait-elle cure. Mais, comme un poisson difforme, elle traversa le reflet des étoiles et plongea sous les eaux pour reparaître au bout d'un moment. Cette fois, comme elle était plus près, je pus voir qu'elle portait quelque chose sur l'épaule. Je compris alors que ce ne pouvait être un animal, et qu'il devait s'agir d'un homme ou de quelque chose de semblable, venu de l'océan et qui se dirigeait vers la terre. Elle nageait avec une horrible aisance. Comme je l'observais, rempli de peur et de passivité avec le regard fixe de celui qui attend la mort, en sachant qu'il ne pourra lui échapper, le nageur s'approcha du rivage, mais bien trop loin au sud de la plage pour que je puisse discerner ses traits ou ses contours. Bondissant de façon bizarre, avançant d'une allure rapide qui faisait jaillir des étincelles d'écume, il émergea et se perdit dans les dunes. Je fus repris par la peur qui venait pourtant de me quitter. Un froid entêtant sembla m'entourer, bien que la pièce dont je n'osais plus ouvrir les fenêtres fût très mal aérée. Je craignais ce qui pouvait arriver d'horrible si quelque chose devait entrer par une fenêtre restée ouverte. Ne pouvant plus apercevoir la silhouette, j'eus l'impression qu'elle se tenait quelque part dans l'ombre toute proche, ou me fixait de façon hideuse à travers l'une des vitres que je ne regardais pas. Aussi jetai-je frénétiquement les yeux sur chacune d'elles, redoutant de voir réellement le visage d'un intrus tourné vers moi. Bien qu'incapable de m'empêcher d'effectuer cette terrifiante inspection, mais j'eus beau rester vigilant pendant des heures, il n'y avait rien sur la plage. La nuit passa, et l'étrangeté se mit à décroître. Une étrangeté qui s'était levée comme un breuvage de sorcière dans un pot, était montée jusqu'au bord en un instant, s'était arrêtée là, incertaine, pour s'affaisser ensuite, emportant avec elle le message inconnu qu'elle détenait. Comme les étoiles qui, promettant de révéler d'horribles et glorieux souvenirs, nous poussent par cette duperie à les adorer, sans plus rien nous transmettre ensuite, j'étais passé effroyablement près de la capture d'un vieux secret qui s'était aventuré non loin des lieux fréquentés par l'homme, et se cachait prudemment juste au-delà des limites du connu. Mais en définitive, je n'avais rien obtenu. Je ne pus jeter sur cette chose furtive qu'un coup d'œil rapide obscurci par le voile de l'ignorance. Je ne peux même pas imaginer ce qui se serait montré si j'avais été plus proche de ce nageur qui se dirigeait vers le rivage, au lieu de gagner l'océan.
Je ne sais pas ce qui se serait produit si le breuvage avait débordé du pot pour se répandre tout autour en une cascade de révélations. Je n'en saurais pas plus. Aujourd'hui encore, j'ignore pourquoi l'océan exerce sur moi une telle fascination. Mais il est vrai, peut-être qu'aucun d'entre nous ne peut-il répondre à ces questions. Elles défient toute explication. Certains hommes, des sages, n'aiment pas la mer, ni ses vagues qui viennent battre les rivages jaunes. Ils trouvent bizarre que nous aimions les mystères des profondeurs sans âge et sans limite. Pour moi, cependant, les humeurs de l'océan gardent un charme entêtant et insondable. Il est à présent dans l'écume argentée, mélancolique, sous le cadavre cireux de la lune. Il plane au-dessus de l'éternité et des vagues silencieuses qui viennent frapper les rivages nus. Il est encore là, quand tout reste inerte, sauf ces formes inconnues qui glissent à travers de sombres profondeurs. Quand je contemple ces grandes vagues terrifiantes qui se dressent avec une force colossale, il naît en moi une extase proche de la peur, et je dois m'humilier devant leur puissance, pour ne pas devoir haïr les eaux grumeleuses et leur accablante beauté. L'océan est vaste et solitaire, et de même que toutes choses en proviennent, elles y retourneront. Dans les lointaines profondeurs du temps, plus personne ne régnera sur la terre, et il n'y aura plus aucun mouvement, sauf dans les eaux éternelles. Elles viendront battre les rivages sombres de leur écume assourdissante, bien qu'en ce monde mourant, plus personne ne puisse voir la froide lumière d'un soleil affaibli jouer sur les marées tourbillonnantes et le sable grossier. Il ne subsistera, à la limite des profondeurs, qu'une écume stagnante où se rassembleront les coquilles et les os des êtres disparus qui vivaient au fond des eaux. Des objets silencieux et mous privés d'une vie paresseuse seront ballottés le long des rivages vides. Puis tout sera noir, car pour finir, même la lune sur les vagues lointaines disparaîtra. Il ne restera rien en dessus comme en dessous des eaux sombres. Et jusqu'à la fin des temps, au-delà de la mort de tous les êtres, la mer continuera de battre à travers la sinistre nuit.